rester jusqu'au bout. Bravo. Peut-être certains d'entre vous ne peuvent pas rentrer ce soir. Bon courage. Bref, quoi qu'il en soit, on va conclure dans la demi-heure max prévue. Ce qu'on vous propose, c'est un premier débrief. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier dans Ambassadeur. Je vous présente Lucas. On va l'applaudir très fort, déjà pour commencer. Merci. Et pourquoi on applaudit Lucas, Laurent-Pierre ? Parce qu'on a eu l'idée assez idiote de proposer à Lucas, notre cobaye voyageur virtuel, de passer 24 heures en immersion avec un casque dans des environnements virtuels multiples et variés, orientés un peu tourisme, et puis de voir ce que ça faisait. Donc c'était une sortie soit en plénière, soit à l'hôpital. Ça a failli se faire à l'hôpital, donc on est là un peu pour débriefer de son expérience. Donc de 11h hier matin à 11h hier soir, la soirée a eu raison de toi à un moment, il a fallu quitter le casque. Ouais, il a fallu quitter. Et en fait, j'étais placé là où il y avait la soirée, donc c'est compliqué d'être immergé dedans. Donc ouais, j'ai dû quitter ça. Et puis je devais reprendre dans la matinée, mais j'ai eu quelques effets secondaires, donc c'était un peu compliqué de reprendre tout ça. Ouais, vas-y, dis les effets secondaires. Les effets secondaires, c'était un peu similaire à la gueule de bois. Alors j'ai vraiment rien bu, hein. Mais ouais, en fait, c'est mal au crâne, envie de vomir. Enfin, ouais, c'est ça. Et tu nous disais aussi, tu étais complètement mis dans la réalité, mis dans ta rêvée réalité virtuelle. Ouais. Tu savais plus si tu t'asseyais en vrai, en faux. C'est ça exactement. En fait, la réalité et le jeu, en fait, les deux se mélangent. Donc des fois, en fait, j'avais un jeu. J'avais une chaise dans le jeu sur ma droite, je voulais m'adosser dessus, mais donc forcément il n'y avait plus ça, il n'y avait pas ça dans la vraie vie, donc j'ai failli tomber, donc ouais. Tu nous as dit aussi tout à l'heure en débriefant, c'est au bout de quelques heures, 4 je crois, que j'ai commencé à vriller et à plus voir la différence entre le réel et le virtuel. Donc il y a un espèce de seuil à passer, quoi. Ouais, je pense qu'au bout de 4 heures, en tout cas pour moi, j'imagine que c'est différent pour chacun, mais pour moi c'était ça, c'était 4 heures. Ouais. Et donc en fait je faisais des pauses toutes les heures où je mettais un bandeau pour vraiment être dans un coupé du monde. Et en fait, même quand je mettais le bandeau, je revoyais les mains que j'avais dans le jeu. Alors, tu as visité des musées, tu as fait de l'escalade à Bali, tu as fait du kayak en Antarctique. Raconte-nous un peu est-ce que c'est vraiment du tourisme ? Est-ce que c'est plus du jeu ? Comment tu as vécu ça ? Je pense que c'est un mélange des deux. Tout ce qui est musée, c'est des cinématiques où en fait je suis juste un guide qui m'explique tout ça. Comme Notre-Dame, en fait, c'était la construction et la reconstruction de Notre-Dame. Et par contre, les jeux, c'était plus de la découverte, mais ça se rapproche pas vraiment du voyage. C'est un jeu. De base, t'es un gamer ou ? Ouais. C'est pour ça en fait que je me suis porté volontaire. Et t'as trouvé du coup que c'était plus dans l'univers du jeu ? Ou t'es passé un peu dans l'univers de la découverte, comme pourrait le faire tout un chacun, y compris des non-gamers total. Le côté en dehors du jeu, c'est vraiment tout ce qui était cinématique, les musées. Donc là, j'avais le musée de Notre-Dame, j'avais la découverte de Mona Lisa, et un autre musée, je me rappelle plus du nom. Dali. Oui, j'avais Dali aussi, ouais. C'est où en fait j'étais vraiment immergé dans la peinture, et tous les éléments bougeaient autour de moi. Est-ce que tu trouves que en termes de qualité de rendu, on est aujourd'hui dans la découverte touristique, c'est les applications que tu utilisais, est-ce qu'on est au même niveau que dans les jeux que tu as l'habitude d'utiliser ou il y a encore un petit gap à passer ? Non, la qualité elle se rapproche plus des jeux qui se faisaient en 2013-2014. Ça vaut pas la qualité des jeux qui se font maintenant. Par contre, il y a eu un jeu, c'était Brinks Traveler. Et là, en fait, c'était la photogénique. Donc, c'était des photos, c'était des cartes postales. Donc là, c'était vraiment la vraie vie. Et tu nous disais que sur certaines choses, tu voyais plus ça. Enfin, tu ne voyais pas comme je voyage depuis chez moi avec mon casque, mais tu trouvais que c'était vraiment un complément pertinent sur un lieu culturel, un musée par exemple, pour aller faire une autre expérience complémentaire. Ouais, tout ce qui est pour les musées, ça peut être quelque chose qui peut se faire. Dans le côté du musée, c'est une cinématique qui prend 10 minutes, 10-15 minutes, et ça vous explique un peu plus le lieu où vous êtes. Ça vous immerge dans Notre-Dame pendant la construction. Donc pour l'immersion, c'est très bien. Et du coup, si tu devais prioriser, tu dirais que c'est un élément de découverte pré-visite ou un élément de complément post-visite ? Ou les deux ?
Bonne question. Peut-être plus post-visite, comme ça on découvre l'endroit et après on en apprend vraiment plus sur l'endroit et on voit en fait ce qu'il y a eu. Ouais, y compris des choses qu'on ne peut pas voir sur site ou qu'on n'a pas eu le temps de découvrir en fait. Ouais. Ok. C'est une visite plus poussée. Bon, en tous les cas, au niveau de l'impression de réalité, c'est quand même assez fort. Tu disais que sur le kayak, raconte par exemple sur le kayak, entre je suis pépère et puis... En fait, le kayak, j'avais le choix entre soit mettre le jour, la nuit ou une tempête. Et sur la tempête, j'avais le mal de mer. Donc en fait, c'était avec la houle, donc forcément, ça bougeait. Et ce jeu était très bien fait. J'avais pas la résistance quand je pagayais, mais on avait les mêmes sensations de vitesse. Ok, et donc après, tu es aussi allé dans du Google Earth. C'est ça, ouais. Tu as visité Pau, New York, les endroits habituels. Ouais, et puis je me suis baladé en fait comme on se balade sur StreetMap, mais avec directement devant mes yeux, tout ça. Puis je suis allé dans le Machu Picchu, l'Everest. Mais sans avoir par contre l'amplitude de mouvement qu'on peut avoir parfois dans certaines salles de jeu. J'imagine que tu as déjà pratiqué des salles de jeu immersives de ce type-là où non, on peut là, limite courir. Quoi. Là, non, c'est là la même vraiment, chose. la VR, c'était la première fois. Donc, ok. Donc après, l'espace était plutôt réduit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que m'a dit la personne qui a tout installé. Mais sinon, j'avais largement assez de place pour me déplacer. Donc on n'est pas, on est plus dans une expérience ludique de découverte que dans du tourisme virtuel. On n'est pas encore prêt à passer sa semaine de vacances derrière un casque. Non, ça, il va falloir attendre quelques années encore. Il va falloir quelques pilules complémentaires. Oui, je pense aussi. Et au-delà de la presque performance, le plaisir, il dure combien de temps et à quel moment tu te dis c'est quand même un peu débile là, d'être derrière mon casque en permanence, j'aimerais bien profiter des gens autour. En fait, c'était jusqu'au début de la soirée. Toute l'après-midi, ça allait très bien. En plus, j'avais des accompagnateurs. J'avais des amis, j'en avais 3 qui étaient là pour m'aider si je devais aller manger ou quoi que ce soit. Donc c'était plutôt cool. Et en fait, au début de la soirée, quand il y a eu toute la musique, tout ça, puis du coup, tous mes amis sont partis faire la fête. Ça. Je me suis retrouvé dans un coin. Donc, ouais, c'est ça les locations où les voisins sont bruyants. Ah ouais, c'est. On essaiera de voir, on va voir. On n'a pas eu le temps de regarder encore, mais. Voilà, tes camarades de jeu ont fait un petit roadbook de tes impressions au fur et à mesure. On verra ce que ça donne et puis on publiera ça. En tout cas, merci à toi, on te souhaite une bonne nuit. Merci à vous. Merci. Bonne récupération. Et puis on espère que tu n'auras aucune séquelle. Allez, je vous propose qu'on passe à une petite conclusion. Comme l'année dernière, on a convié Laurence, Jean-Baptiste, Jean-Luc, membres du comité permanent des campus et de cette organisation. Et vous avez écumé les uns et les autres des ateliers, parfois en les animant, en y participant, en y intervenant ou en y assistant. On aimerait avoir votre petit compte-rendu, votre petite synthèse de cette édition. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en retenez? Et qu'est-ce que vous voudriez que notre assistance s'en retienne? On commence avec toi, Jean-Luc. Allez, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, j'étais plutôt chargé de regarder tout le parcours autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça fait de suite écho à ce que le mardi après-midi, on a commencé à travailler. Mercredi matin, il y avait dans l'introduction Cédric qui parlait des communs. Et c'est vrai qu'il donnait comme exemple, est-ce que dans l'intelligence artificielle, on n'a pas à mettre en commun un certain nombre de connaissances? Et c'est sur cela que nous avons travaillé le mardi après-midi lors d'un temps d'échange avec, au début on se disait on sera 20, en fait il y avait plus de 100 personnes au moins dans la salle, et sur comment on peut mieux mettre en commun nos connaissances, notre appropriation, rejoindre ce qui se fait au Québec avec le groupe de travail intelligence artificielle et tourisme, ce qui se fait dans le Grand Est, ce qui se fait autour du blog itourisme.info, etc. Donc c'était vraiment très en écho. On est parti juste après, dès mercredi matin, sur un premier atelier sur l'intelligence artificielle un an après. Rapidement, c'est quoi la conclusion? C'est qu'il y a une multiplication des outils. On n'a plus simplement ChatGPT, on a des dizaines de possibilités et de solutions. Et qui se spécialisent de plus en plus aussi sur certains sujets. De plus en plus sur certains sujets, mais malgré tout, sur les IA génératives de base, il y en a quand même au moins 4 aujourd'hui qui peuvent permettre justement de tester, etc. Ce qui demande de plus en plus de veille. On a vraiment des exemples concrets, et là cet atelier était extrêmement intéressant parce qu'à la fois Jean-Philippe Duchesneau du Québec, qui dirige une entreprise, a montré en live l'automatisation de réponse à des courriels au service clientèle.
vraiment assez bluffant, quoi, en fait. Ou alors, Nicolas sur le Grand Est a donné aussi des exemples concrets en termes d'utilisation d'images, etc. Donc, on était vraiment là, dans le dur. Et puis, on a eu une réflexion sur la façon dont on fait rentrer l'IA dans les organisations. Et là, et pour faire écho à ce que on disait dans la rétroprospective ce matin, est-ce qu'on va faire avec l'IA comme on a fait avec le web 2 social, avec le web 2, avec le smartphone, de dire on y va, il faut y aller, etc. Là, on a l'impression, et Paul le disait justement ce matin, qu'il y a quand même plus de réflexion, notamment sur la façon de faire de l'acculturation au sein des organisations. Ensuite, il y a eu un atelier très intéressant sur l'influence et l'intelligence artificielle. Alors d'abord avec une démonstration qui était un peu à l'opposé de l'atelier sur les SIT, sur lequel je reviendrai, sur les systèmes d'information touristique, d'une agence d'attractivité qui s'appelle One Provence. Ce n'est pas un office de tourisme, mais pour ne pas remplacer et reprendre les données de l'office de tourisme, etc., le site, il agrège plein de sources de données. C'est juste un robot conversationnel, un chatbot, et qui va chercher l'information sur l'ensemble des sites. Et donc, c'est comme Perplexity, c'est-à-dire on a l'information qui est donnée immédiatement. Et finalement, il n'y a pas besoin de base de données, c'est que de l'agrégation d'informations déjà existantes. Ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis, on a passé un moment avec Anne Kerdy, cette influenceuse bretonne aux 8000 followers, qui est sur Instagram et qui est une pure création de l'IA. Et donc, il y avait son créateur, Sébastien, qui était là, qui a expliqué comment il tente une expérimentation et comment il se sert de Anne Kerdy pour faire la promotion de la Bretagne, son patrimoine, sa gastronomie. Et on voit que les résultats sont excellents puisqu'elle est invitée à participer à plein de choses. Donc, on a eu ce dédoublement entre réalité et puis intelligence artificielle, puisqu'il parle à la troisième personne du singulier de Anne. Il dit des fois je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, etc. Donc vraiment on a cette relation-là. Et puis il y a eu un débat quand même qui renvoyait beaucoup à l'introduction sur les meufs, qui a rappelé un peu tout ce que vous avez dit sur les stéréotypes qui existent. En fait, Anne Kerdy, c'est un mannequin, quoi, en fait. Elle est très sexuée dans l'application. Et donc, il y a eu un débat entre les participants pour dire, mais est-ce que forcément toute bretonne est comme ça? Alors, il y a eu plusieurs arguments de la part du créateur. Oui. Elle n'a pas l'air très très bretonne quand même. Voilà. C'est que 51% des Françaises ressemblent à ça. Ou alors, oui, mais finalement, l'intelligence artificielle, elle est nourrie des représentations marketing de la femme depuis des décennies, et donc finalement c'est le résultat qu'on donne. Et là il y a une réflexion d'une participante extrêmement intéressante qui pour moi pose une vraie question: où est la responsabilité des créateurs à un moment là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on change le prompt ou pas? Voilà. Donc, ce débat, il n'y a pas eu de... On a eu, je ne sais pas si vous l'avez illustré à ce moment-là, si quelqu'un l'a dit, mais il y a eu des retours justement sur les jeux de données utilisés qui font que, par exemple, en reconnaissance faciale, on a beaucoup d'échecs sur des populations d'origine afro-américaine et africaine ou asiatique par rapport à des blancs, parce que les jeux de données sont essentiellement issus de jeux de données occidentaux et caucasiens. Voilà, mais c'était un débat extrêmement intéressant et d'après moi qui ne fait que commencer et que je trouve qui est à mettre au commun de nos échanges. Parce qu'en plus là, il y avait plusieurs opinions finalement qui échangeaient. Mais pour moi, c'était vraiment important. On a parlé aussi d'empathie de l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être empathique? Et finalement, Anne Kerdy, elle exprime quelque part des émotions et facilement, un peu comme dans le film R, on peut vraiment la suivre et on suit Anne Kerdy. C'est plus une intelligence artificielle, il y a vraiment de l'interaction sociale. Et puis Jean-Philippe Duchesneau nous a montré une fonction récente de ChatGPT qui s'appelle l'API Real-Time d'OpenAI, qui permet finalement de programmer assez facilement un ChatGPT sur le téléphone avec cette API, et qui permet de discuter avec lui et de lui demander d'être de plus en plus expressif. Donc on a eu droit à une histoire horrible où vraiment on avait ce ton-là, avec l'accent québécois, qu'on peut interrompre, et il y a vraiment une conversation extrêmement naturelle. Et donc il y a la preuve aujourd'hui avec cette première application, mais c'est le début de quelque chose, que vraiment on va avoir un rythme conversationnel totalement classique avec l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça pose question, parce qu'on avait toujours dit, oui, ce qui restera aux offices de tourisme, c'est quand même que nous, on est humains. Voilà. Donc, question qui est posée. On a eu... Pour conclure, peut-être. Ouais, pour conclure,
un atelier base de données ce matin qui est parti très fort avec le CRT Nouvelle-Aquitaine qui remet en question le modèle même des systèmes d'information touristique en disant voilà, il y a 400 utilisateurs. Est-ce que l'IA, c'est le moyen de finalement remettre tout à plat et puis voir qu'est-ce qu'il faut changer. Et puis ensuite, on a eu ADN Tourisme et puis les deux principaux fournisseurs de solutions, Apida et Faire Savoir. Et là, pour être très court, c'était un peu un atelier Don't Look Up. Les systèmes d'information touristique, c'est l'avenir de demain. On peut mettre des couches d'IA, mais il n'y a pas grand-chose à changer. Mais on va quand même faire une commission pour en parler. Voilà, donc ça, c'était... Enfin, c'est résumé, mais c'était vraiment mon sentiment, hein, si tu veux que j'aille vite. Donc, et je finis là-dessus. Est-ce que l'IA, ce sera une incertitude radicale ou un mystère? Est-ce que son arrivée sera un signe noir? Alors, on a parlé hier avec Noémie, de Jane McConigal qui avait prédit le Covid. J'ai regardé quand même par Perplexity qu'est-ce qu'elle disait sur l'IA. Elle disait qu'on allait évoluer vers une semaine de travail de 3 jours grâce à l'automatisation et l'IA. Alors, à part pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle. Toi, Jean-Luc. Ouais, à part pour moi, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Merci Jean-Luc pour cette conclusion. On passe à toi, JB. Oui, on enchaîne. Moi, de mon côté, je me suis occupé du commun, donc les noms propres, les noms communs. Vous me voyez venir. Donc, je connais le deuxième prénom de Noémie. Je vous laisse deviner lequel c'est, mais je sais. Elle me l'a dit. Pour me faire plaisir. Bref, les communs. Donc, j'ai été explorer ce sujet-là puisqu'on a dit en introduction que c'était donc un des 3 mots de nos rencontres et voir si c'était le début d'un cycle. Donc, aller prendre un peu la température. Le premier point que je voulais vous exposer, c'est que nous ne sommes pas sur la même ligne de départ sur le sujet, justement. Première fois aux ET pour quelque chose qui existe depuis déjà 20 ans. Effet miroir, quelque chose qui existe depuis 3 ans et déjà le 15e atelier aux ET. Donc, c'était assez intéressant de le voir aussi comme ça. Qui dit début de cycle et qui dit nous ne sommes pas sur la même ligne de départ, ça veut dire que dans la salle, dans les échanges qu'on a pu avoir, les besoins sont différents. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'explorer le sujet, j'ai besoin de me rassurer sur le sujet, j'ai besoin de partager ce que je fais déjà, parce que je suis déjà en avance sur cette... j'ai déjà passé la ligne de départ. Le deuxième point que je voulais vous exposer en synthèse sur cette notion de commun, c'est qu'ils ont été expulsés des imaginaires, malgré leur rôle depuis un certain temps, et malgré leur rôle au niveau des territoires physiques ou numériques. J'y reviendrai d'ailleurs. Commun qui renvoie au bien commun, qui renvoie du coup loin des outils propriétaires et des modèles économiques derrière, donc qui est un gros contre-pied à beaucoup de choses qui sont dites depuis beaucoup d'années ici. Donc c'était assez aussi intéressant dans les échanges sur le sujet. Expulser des imaginaires, mais ils reviennent par cette notion de commun, par les sujets de mutualisation, de coopération, tout ce qui se met, et tout ça se met en mouvement aujourd'hui, soit par conviction, soit par des aspects réglementaires, ou soit par la contrainte. Et la contrainte qu'on a, puisqu'on est des acteurs institutionnels du tourisme, on connaît les budgets, on voit la ligne justement que c'est en train de, la trajectoire que c'est en train de prendre, et donc le commun redevient un petit peu un sujet parce que mutualisation, coopération, économie d'échelle, et c'est pas forcément la bonne voie de réflexion. Ce qui m'a marqué aussi pareil, un rebond par rapport à la session qu'il y a eu sur meuf.e.s, où a été évoqué un effet miroir entre des aspects réglementaires qui existent, notamment face au sexisme, versus le bon sens. Et du coup, à la fin de ces 2 jours, je me suis dit, en fait, les communs, c'est le bon sens, mais sur le temps long. Et alors, je ne sais pas si c'est une punchline de fou, mais c'était assez révélateur. Le 3e point que je voulais vous évoquer, c'est justement le bon sens ne veut pas dire qu'il faut en faire n'importe quoi. Et j'ai jamais autant entendu le mot commun depuis 24 heures. Mon projet est un commun, on pourrait faire des communs de ci, on pourrait faire des communs de ça, etc. Et donc ça a permis de faire rebond, Cédric t'a très bien exposé, et puis Stéphane Brancard dans l'atelier aussi. Le gros risque, c'est de dévoyer la notion. Dévoyer, c'est-à-dire la pervertir, la détourner. Et ça, c'est le gros risque. Donc 3 points sur ça, les communs ont une très longue histoire et ont une définition. Déjà, repartons au moins avec ça avant de l'utiliser. Il est aussi très bien structuré. Un commun, c'est on part d'une ressource qu'il faut préserver, quelle qu'elle soit, mais il y a une notion de ressource. Le 2e point, c'est qu'il y a une communauté. Le 3e point, c'est qu'il y a des règles. Et le 4e, c'est qu'il y a une gouvernance.
Donc s'il y a déjà quelque chose qui existe avec une gouvernance, ça ne peut pas venir d'en haut en fait. On ne peut pas transformer un truc comme ça, ça se décrète pas. Rebond à la notion de communauté qu'on connaît très bien dans nos secteurs, et donc à l'atelier qu'il y a eu sur les OGD ont délaissé leur communauté avec Antoine Pain de Protect Our Winters France. Et à l'image de la communauté, donc, ça se décrète pas, elle s'active, elle se pratique, elle s'anime. Et donc, dans les communs, c'est la même chose. Mais ce ne sera pas que la communauté. Sinon, ça ne sera pas un commun. Les communs, en tout cas, c'est aussi un gros apprentissage, c'est que ça crée des résultats. Et là, je vous invite à aller voir les présentations qu'il y a eu, notamment sur les communs numériques. Il y a des résultats tangibles, utiles, utilisables, utilisés. C'est concret, en fait. C'est pas un concept fumeux. Et ça, c'était aussi intéressant de le voir. Les mises en application, du coup, rebond à ce que disait Cédric et qui a été vu avec Stéphane Brancard de Territoriaux sur OSM, les communs du coup numériques. Et là aussi, amalgame, la ressource n'est pas la cartographie de OpenStreetMap. La ressource, c'est la base de données mondiale géolocalisée avec plus de 9 milliards de données. Donc peut-être que l'année prochaine, quand on fera un atelier sur l'IA et les données, autour de la table, il y aura quelqu'un qui s'occupe des communs et de cette base de données mondiale avec 9 milliards de données qui sont créées depuis plus de 20 ans. Le troisième niveau sur cette notion, c'est la mise en application sur les communs territoriaux, donc le commun et le territoire. Le territoire dans le sens de projet, et non pas seulement dans le sens administratif. Et le territoire aussi de territoire, mais sans limite administrative, et notamment dans une des présentations, il y a la prud'homie des pêcheurs. Donc allez voir dans un secteur complètement à côté de ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe sur des pêcheries, la prud'homie qu'il y a autour pour préserver le bien commun qui est le poisson et la mer. Et l'autre élément sur ce commun territorial, c'est une notion est arrivée. On verra si elle est nouvelle, on verra si elle fait son bonhomme de chemin, mais c'est la responsabilité territoriale des entreprises. Et c'était en écho à ce qui a pu être fait dans l'atelier sur les entreprises et les organisations et les structures à mission. Troisième point qu'on évoquait en introduction, c'est le commun des savoirs. Tu as commencé à rebondir dessus, comment on met en commun les savoirs. C'est pas parce qu'on met en commun les savoirs que le savoir est un commun. C'est ça aussi. Alors, pardon, hein, c'est la fin de 2 jours, etc. Mais c'est pas du tout la même approche. Et du coup, ça m'arrive à mon dernier point pour conclure. Conclure, c'est notre responsabilité du coup collective. Notre responsabilité commune. On a commencé à dire peut-être les ET, ce qu'on y fait, ça pourrait être un commun plus tard, etc. Donc moi, je le mets sur la co-responsabilité, sur les connaissances transmises du coup pendant ces ET. Et à l'image du coup de la notion de commun, à l'image de cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, à l'image de la notion de qualité de vie, conditions de travail un atelier qu'on a eu mardi avec Claire Loubria où le commun c'est l'humain, à l'image du 10-10-10 avec quoi j'ai commencé avec vous hier, mais il y a une co-responsabilité pour continuer à explorer chacun d'entre vous ces concepts avant de les utiliser, bouquiner, ne pas s'arrêter aux 15 minutes qui ont été faites, ne pas s'arrêter à l'atelier qu'on a suivi, justement pour ne pas dévoyer et aller voir en profondeur qu'est-ce que ça change concrètement dans vos organisations. Cette co-responsabilité pour intégrer ces concepts ou pas, mais donc du coup en respirant pour revenir à ce qu'on en évoquait, co-responsabilité pour la transformation de ce qui peut être dit. Et là, on en revient à cette notion de Noémie sur les futurs et du brouillard qu'on peut avoir dessus. Alors évidemment, ce que vous décidez ou pas sur cette co-responsabilité, je vous invite juste à penser à quelles conséquences ça aura, votre décision, dans 10 minutes, dans 10 mois ou dans 10 ans. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci JB. Et on va conclure ce petit tour de table avec toi, Laurence. Merci Ludo. Merci à vous deux d'avoir été structurés, parce que je ne vais pas l'être. Il se trouve que j'ai pas eu le temps de préparer cette conclusion, puisque j'étais en atelier juste avant. Et j'aime pas ne pas être préparée, parce que souvent ça donne des prises de parole assez confuses, et ça me donne l'occasion quand même d'en profiter pour dire à toutes les meufs qui me disent « Non mais toi Laurence ça va, tu vas sur le plateau, ça se passe bien, c'est un peu inné chez toi ». Non, c'est du travail. Et vous toutes, vous êtes capables de travailler et de monter avec moi sur ce plateau. Donc, à l'an prochain pour ça. Merci. Je reviens à mon histoire de structuré, pas structuré. J'étais en train, du coup, de moyennement pas écouter vraiment vos interventions qui étaient pourtant brillantes et de me dire comment tu vas te sortir de cette situation. Tous ces gens te regardent. Vous êtes encore assez nombreux, en plus. Pas sympa.
Merci d'être là pour nous écouter jusqu'au bout. Et donc je me suis dit, bon ben, de toute façon, t'as pas le choix, t'as pris 2 notes et demie brouillonnes, oublie-les. Et ben, je vais vous proposer d'embarquer dans mon cerveau avec moi. Et vous allez voir quelle jungle ça peut être. Et on va embarquer ensemble pour les futurs, puisque c'est ce mot-là qu'on avait choisi, ce 3e mot-là qu'on avait choisi au campus de donner pour colorer cette édition. Bienvenue dans le futur. Et découvrons ensemble que le futur, c'est maintenant. Et en fait, je crois que je me suis répété cette phrase un peu pendant ces 2 jours là, des ET. Ce matin, avec Noémie Aubron et Alexia Senna, on a fait un voyage dans le temps en 2034. En fait, on n'a jamais autant parlé que d'aujourd'hui, de 2024. Tout à l'heure, je me suis amusée à citer Jacques Chirac en disant « Notre maison brûle, blablabla ». Ben ouais, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a traversé pendant ces 2 jours ? On dit souvent que les ET, c'est une espèce de machine à laver émotionnelle. Et c'est vrai que, merci de rappeler les concepts qui ont été évoqués pendant ces 2 jours, mais moi j'ai aussi traversé plein d'émotions, et je vous ai vu traverser plein d'émotions pendant ces 2 jours-là, et notamment du côté des participantes, où j'ai vu des grandes plénières, comme maintenant, des plus petits ateliers, des choses plus confidentielles. J'ai vu une grande qualité d'écoute, beaucoup. J'ai entendu des vrais silences dans les salles. J'ai senti de l'attention. Et je me dis que cette attention, si on arrive à la cultiver, à la chérir, en fait, pour moi, cette attention, c'est un peu ce qui me fait écho à la respiration. Ce thème de respiration, on a un peu tourné autour. Il n'était pas évident à appréhender. Mais finalement, si on s'autorise à prendre cette respiration, alors on est capable d'être attentif. Tu parlais d'empathie de l'IA, Jean-Luc. Non, je crois pas. Mais par contre, cette notion d'empathie, elle est revenue plusieurs fois là, sur cette édition. Moi, je ne l'avais jamais entendue avant. Hein. Je trouve ça plutôt... Toi non plus. Alors, on peut parler d'attention, de sollicitude, d'empathie, mais d'un coup de se dire... Dans chaque action qu'on fait, si on arrive à un moment un peu à changer de regard, à changer de point de vue, à essayer de changer de chaise là, et de se mettre sur celle du voisin, de la voisine, et de porter d'autres lunettes, peut-être que ça nous rendra meilleurs dans nos actions, et surtout dans les actions concrètes qu'on va faire, et aussi dans les engagements qu'on essaye de prendre. Ça se voit là depuis plusieurs années maintenant, on peut le dire. Les ET sont de plus en plus engagés, les prises de parole sont de plus en plus. Les 15 chronos étaient vraiment très très fort sur ces notions d'engagement. C'était vraiment beau à voir. Moi, j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Mais j'ai aussi entendu, dis donc, c'est engagé. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que derrière un même mot, on peut mettre une acception que moi, je trouve hyper positive, et pour d'autres, engagé, on n'est pas loin de... C'est un peu relou, quoi. C'est un peu radical, ça va trop loin. Du coup, je me suis dit, finalement, ce mot-là qui nous semblait, tu sais, l'étoile de mer, JB, là, au campus, on disait qu'est-ce qu'on réaffirme, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on continue. On continue à s'engager. Et en fait, je me suis aperçue qu'on n'avait pas forcément de commun autour de ce mot d'engagement. Alors voilà, peut-être que c'est une prochaine étape que d'essayer d'identifier ce qui peut nous rassembler collectivement. Cet après-midi, avec quelques comparses, on parlait des imaginaires. C'est un mot que vous entendez de plus en plus là, et tant mieux, c'est super. Écrire de nouveaux récits pour modifier, changer les imaginaires. Pour ça, il va falloir qu'on arrive à créer un collectif qui porte un récit souhaitable et désirable. Il va falloir qu'on arrive à créer un nous. On était combien, 900 là, Ludo? C'est pas une grande communauté, mais si déjà on arrive à poser des jalons pour aller dans ce sens, ce serait super. Une autre sensation que j'avais envie de vous partager, qui a fait mentir les dernières éditions, où, tu sais, on disait hier, faut qu'on arrive à dépasser ce truc de s'asseoir et consommer des contenus et être plus proactif. Ce matin, on a proposé un atelier participatif sur les futurs et de vivre ensemble. Et très franchement, quand on a mis les chaises en rond, moi, je vous le dis, je n'en menais pas vraiment large, parce que je me disais, on va sur des sujets un peu pas évidents, comment ça peut se comporter. Alors, je savais que j'avais des alliés dans la salle. By the way, il fallait quand même l'emmener. Et il s'est trouvé que le public a été, et je les remercie vraiment au-delà de mes espérances, et que
ce moment a été d'une bienveillance, terme dévoyé, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Pardon, Jean-Luc. T'es sûr? Ok. Tu peux pas casser tous mes effets comme ça. C'est pas possible. J'allais dire un truc beau, tout ça, tu m'as coupé. Bon. T'as pas de post-it pour le noter? Ok. Garde-le en tête. Je voulais juste dire que, en fait, si on arrive à lâcher nos résistances, si on arrive à lâcher nos résistances au changement, si on arrive à avoir un peu moins peur, en fait. Moi, j'ai entendu aussi, notamment hier soir, j'ai entendu des moments de résistance très fortes. J'ai entendu des freins, j'ai entendu presque des refus d'obstacles, en fait. J'ai entendu mais pourquoi on parle des sujets de société aux ET? C'est pas le sujet. Bien sûr que c'est le sujet. Je reprends souvent cette phrase de toi, Ludovic, où tu dis, je sais plus quelle conclusion des ET, œuvrer dans le tourisme, travailler dans le tourisme, c'est faire société, c'est ce qu'on fait tous les jours. On n'est pas en dehors de la société, ni à titre personnel, ni à titre professionnel. Alors, on sait que on sort de nos zones de confort et qu'on sait que c'est des conversations qui grattent et qui nous questionnent. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que cette planète arrête de cramer si on n'y met pas un peu d'une autre, quoi. Voilà. Donc, un grand sentiment de gratitude, un immense merci à vous pour avoir vécu ensemble ces 2 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Et c'était pas du tout décousu. Je vous remercie tous les trois. Et, moi, je vais juste boucler sur ce que je viens de vivre. En fait, j'étais avec Guillaume Colombo et Christophe Bergamini, donc, qui nous racontaient leur expérience de bénévoles des JO de Paris, ce qu'ils en ont retenu, ce qu'ils en ont ramené, comment ils l'ont vécu, le parcours. Il n'y avait pas grand monde et c'était un peu dommage parce que franchement c'était une chouette expérience et c'était pas filmé en plus, donc vous ne le verrez pas en replay. Mais moi, ce que j'en ai retenu, enfin, un petit truc qui fait un commun par rapport à ce que vous dites, c'est on est arrivés tous, eux y compris, et surtout Guillaume d'ailleurs, avec un a priori assez négatif sur cet événement qu'on a vécu, et ça a été un truc incroyable. Je crois que presque toute la France a été derrière cet événement. Les gens disaient, bah ouais, moi pour la première fois, j'étais fier d'être française. Ça m'était jamais arrivé et je regarde pas le sport particulièrement. Enfin voilà, il y a eu un truc qui était quand même assez incroyable. Et il y a une organisation qui a existé contre vents et marées pendant plusieurs années, qui s'est fait bâcher par tout le monde et qui a tenu bon, qui a tenu le choc, qui a mis une ambition qui était quand même hyper haute. Et peut-être parce que cette ambition était hyper haute, qu'ils ont réussi à recruter 30 000, 45 000 bénévoles derrière tout ça. Et qu'il y avait des gens hyper motivés qui sont venus, les athlètes en l'occurrence, hein, mais ils le font tous les 4 ans dans d'autres lieux. Mais cette ambition hyper haute, ils l'ont eux aussi ressentie et ils ont vécu un truc génial. Et ils sont venus, ils sont restés beaucoup plus longtemps que sur tous les autres sites des Jeux Olympiques précédents. Ben, c'est quand même un exemple dont on peut tirer quelques bricoles, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas avoir peur de se mettre quelques ambitions, il ne faut peut-être pas avoir peur de travailler ensemble, il ne faut peut-être pas avoir peur d'avoir des équipes qui sont pros, c'est ce que vous êtes, des très gros qui ont des grosses ambitions, des gros moyens, des plus petits qui ont des plus petits moyens, mais si on fait des trucs ensemble, on peut faire des trucs vachement chouettes. Je pense que l'histoire des communs, ces Jeux Olympiques, c'est aussi un héritage. C'est peut-être demain des communs, peut-être pas dans la définition qu'on l'entend, mais il y a peut-être quelque chose à partager derrière tout ça. Et puis, moi j'ai fait la fresque mardi après-midi. Il y a, je crois aujourd'hui, 120 fresques qui existent. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être beaucoup plus curieux que ce qu'on est, tous, moi le premier, hein. Sur les communs, je débarque. Hein, quand tu disais de la ligne de départ, je sens que là, j'ai un petit handicap quand même sur le sujet. Il y a plein de sujets qu'on peut approfondir avec aujourd'hui des tutos, des livres, voilà, plein de choses. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, on a des résumés, on a des synthèses, peut-être l'IA peut nous y aider. Et clairement, je trouve que les fresques sont un outil complètement génial sur tous les sujets pour pouvoir partager collectivement. Alors ça peut être en tant que citoyen avec d'autres citoyens qu'on n'a jamais rencontrés de sa vie, mais ça peut vraiment être dans une équipe avec laquelle on bosse tous les jours pour partir justement, être sur la même ligne de départ sur tous ces sujets,
que ce soit le climat, et je pense que vous êtes assez nombreux à l'avoir fait, que ce soit tous celles qu'on a expérimentées, on en est à la 4e ou 5e fresque. Merci à Caroline Leroy d'avoir apporté la première ici, celle du climat. Je vous le disais, il y en a un peu plus d'une centaine, et il y en a un sacré paquet sur lesquels, franchement, si on passait c'est généralement 3 heures, 3 heures et demie dessus, tous ensemble, on se crée là un savoir commun qui nous permet ensuite de travailler dans un même sens et peut-être de se donner des ambitions aussi un peu plus fortes et puis de les transmettre aux élus de nos territoires, à nos partenaires, à nos prestataires, etc. Donc nous, on espère continuer et compter sur vous peut-être sur le prochain campus qui aura lieu les 1er et 2 avril. 1er et 2 avril, quelque part en Nouvelle-Aquitaine. Je sais, c'est grand. On vous dira ça un peu plus tard. On est 20, 25, notamment parmi les gens qui disent « Ah ouais, ça me dirait bien d'y être » dans le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé en tout début de semaine prochaine. Merci d'y répondre, ça nous aide. Et puis, l'année prochaine, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà les 14, 15 et 16 octobre. Ça reste un mardi, mercredi, jeudi. Et ce sera les 21e. Donc on parlera un peu moins d'anniversaire. On fera toujours autant de place à tous les sujets qui, on l'espère, vous intéressent. Et puis d'ici là, on vous souhaite bon retour. On va essayer de commencer à construire peut-être quelque chose qui va un peu plus nous occuper toute l'année, qui va peut-être un peu plus vous donner des billes toute l'année et pas seulement sur 2-3 jours. Et puis qui va peut-être un peu plus vous demander, et vous en êtes où ? Surtout ce dont on a discuté aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble? Et peut-être pas en attendant le 14 octobre prochain, mais peut-être cet automne, cet hiver, ce printemps. Merci beaucoup à tous. Ceux qui rentrent, bonne route. Ceux qui passent la soirée ici ce soir, on va peut-être se retrouver pour prendre une petite bière tous ensemble. et puis sinon, surtout, bon retour dans vos structures, dans vos organismes, dans vos entreprises. Et que la force soit avec vous.